Imaginez-vous assis dans un restaurant luxueux, en train de savourer un repas qui coûte plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Quand une petite fille s'approche du trottoir et vous demande si elle peut avoir vos restes, vous vous attendez à ce qu'elle les dévore sur place, affamée et désespérée. Mais à la place, elle les emballe doucement dans un sac en plastique et s'enfuit sans un mot. Que feriez-vous? Madeleine Dufresne, une entrepreneure retraitée de 75 ans, ne s'est pas contentée de retourner à son dessert. Elle a suivi l'enfant. Ce qu'elle a découvert cette nuit-là allait fissurer des décennies de succès bien ordonnés et lui rappeler une promesse qu'elle croyait depuis longtemps effacée. Le Clos Montbrun se trouvait au sommet d'une colline discrète dans le centre de Lyon, un de ces lieux réservés aux diplomates étrangers et aux milliardaires silencieux. Les fenêtres allant du sol au plafond, le marbre noir lustré, les menus peints à la main, même l'air semblait y coûter cher. Madeleine, vêtue d'une veste en velours prune et de boucles d'oreilles en perles, dînait seule à sa table d'angle, réservée pour ceux qui n'avaient pas besoin de compagnie pour être remarqués. Elle venait tout juste de donner une conférence à son ancienne université, et ce repas était une célébration silencieuse, un moment de réflexion. Mais les saveurs dans son assiette lui semblaient ternes, comme l'écho d'une passion autrefois vibrante. Alors qu'elle jouait machinalement avec les derniers morceaux de bisque de homard et de coquilles Saint-Jacques rôties à l'ail, son regard fut attiré par une silhouette à la limite du halo de lumière de la terrasse. Une fillette, à peine 6 ans, se tenait là, fixant l'assiette de Madeleine. Elle portait un sweatshirt délavé trop grand et des leggings rapiécés. Ses cheveux bouclaient de façon désordonnée. Ses sandales étaient usées jusqu'à la corde. « Est-ce que je peux avoir ce qu'il reste, madame » demanda-t-elle d'une voix à peine audible, non pas timide, mais fatiguée. Madeleine resta figée. Le serveur s'était approché pour chasser la fillette, mais elle leva la main pour l'arrêter. Elle fixa les yeux de l'enfant, brun, grave, bien trop vieux pour un si petit visage, et, sans un mot, poussa son assiette vers le bord de la table. « Prends-le, dit-elle, sa propre voix plus sèche qu'elle ne l'aurait cru. Mais la fillette ne mangea pas. Elle ne sourit même pas. Elle sortit un sac plastique froissé de sa poche et y plaça les aliments avec précaution, morceau par morceau, puis murmura un merci avant de disparaître dans la nuit. Un nœud se forma dans la poitrine de Madeleine. Ce n'était pas de la pitié, c'était autre chose, plus profond, une fissure dans l'armure de sa solitude. Personne d'autre n'avait réagi. Les conversations continuaient, les coupes de champagne tintaient. Le monde intérieur du restaurant restait hermétique à l'urgence discrète qui venait de s'en aller. Madeleine laissa sa carte bancaire sur la table, se leva sans prendre son manteau et sortit. L'air nocturne était mordant. Elle scruta la rue. Un sac plastique blanc disparut au coin d'un immeuble. Elle se mit en marche, ses genoux douloureux mais déterminés. L'allée où elle arriva était sombre, bordée de bennes à graisse et de caisses brisées. Un unique néon clignotait. Là, elle les vit. La fillette était accroupie près d'un enfant plus jeune, les joues rouges, enroulées dans une veste trop grande. Elle ne bougeait pas, la bouche entr'ouverte, le souffle faible. L'aînée déballa les restes de Madeleine sur un carton aplati. « Léonie, murmura-t-elle en caressant le visage brûlant de la plus jeune. « J'ai ramené de la nourriture, comme mamie disait. Du homard, du vrai homard. » Sa voix se brisa. Madeleine avança lentement. « Je ne suis pas là pour prendre quoi que ce soit, » dit-elle doucement. « Je veux juste t'aider. » L'enfant se raidit, protégeant le sac comme un trésor. « Comment s'appelle-t-elle ?»« Léonie Dubois, » dit la fillette. « C'est ma sœur. Elle est malade. Elle se réveille plus. » Madeleine s'agenouilla et toucha le front de Léonie. Une chaleur alarmante irradiait de sa peau. Les lèvres craquelaient, la respiration irrégulière. Elle regarda l'aînée. « Elle a besoin d'un médecin. Tout de suite. »« Ils vont nous séparer, » répondit-elle avec terreur. « Ils l'ont déjà fait quand mamie est morte. »« Comment tu t'appelles ?»« Mila. Mila Dubois. » Madeleine recula intérieurement. Dubois. Ce nom. Le visage de la fillette, plus jeune, plus rond, lui revint en mémoire, imprimé sur une affiche de disparition dans un bureau de poste. Elle sortit son téléphone. Sa main tremblait. « Je vais appeler les secours, » dit-elle. « Garde-la éveillée. Parle-lui. » Elle composa le numéro d'urgence. Sa voix tremblait autant que ses doigts.
2 enfants, une inconsciente, l'autre en état de choc. Lorsqu'elle raccrocha, Mila berçait doucement Léonie, murmurant des mots que Madeleine ne comprenait pas tout à fait. Puis elle vit le médaillon. Mila le tenait serré contre son cœur. Madeleine s'approcha. « C'est quoi ça, ma chérie ?» Mila ouvrit la main. Une photo froissée était à l'intérieur. Une femme souriante, aux cheveux blancs bouclés, en gilet lavande, avec de petits boutons marguerite. Madeleine chancela. « Où as-tu eu ça ?» C'était à notre mamie, Émilie Dubois. Elle disait que cette ville, c'était un endroit magique, que les gens y redevenaient gentils si on savait demander. Madeleine s'assit. Le nom d'Émilie ouvrit une brèche dans son cœur. Elle aussi l'avait connue. Elle aussi avait vécu dans sa maison d'enfant. « Émilie m'a sauvée, souffla-t-elle. J'avais ton âge. J'étais en colère, perdue. Elle m'a aimée malgré tout. Elle m'a écrit jusqu'à la fin. Et moi, je n'ai jamais répondu. » Elle regarda Léonie, toujours brûlante. Il ne fallait pas attendre ça pour revenir. Les sirènes approchaient, hurlant comme un fantôme ancien. Mila ne bougea pas. Elle resta là, le regard fixé sur sa sœur. Madeleine la contempla, sidérée par sa force. Lorsque l'ambulance arriva, les lumières rouges et blanches inondèrent l'allée. Les ambulanciers descendirent. L'un prit Léonie en charge, l'autre s'adressa doucement à Mila. « Viens, on va s'occuper d'elle. » Mila hésita, puis relâcha lentement sa prise sur la veste de Léonie. Son visage se tordit de peur. Madeleine grimpa dans le véhicule sans qu'on lui demande. Elle n'allait pas partir, pas ce soir. L'hôpital était froid, les heures s'étiraient. Diagnostic, malnutrition sévère, infection avancée. Mais Léonie était stable. Madeleine s'effondra sur une chaise. Mila s'assit à côté, silencieuse, et finit par poser sa tête contre l'épaule de Madeleine. Elle ne parla pas, elle ne pleura pas, elle était juste là. Les jours suivants passèrent dans un flou épais. Madeleine ne partit pas. Elle signa des papiers. Elle insista auprès des services sociaux avec une voix calme mais inébranlable. Elle proposa son foyer, sans mise en scène, sans posture. Juste la vérité. Ce n'était pas de la pitié. C'était un retour. Mila resta méfiante. Mais lentement, une ouverture apparut. Elle parla des barrettes roses de Léonie, des haricots verts qu'elle mangeait seulement si on les appelait capsules magiques, de la façon dont elle chantait toujours la même chanson avant de dormir. Elle ne pleura pas, mais elle écouta quand Madeleine lui raconta Émilie. Comment elle alignait les peluches et les nommait. Comment elle glissait des biscuits dans les sacs. Comment elle disait « On ne répare pas les gens cassés. On leur rappelle qu'ils ont toujours été entiers. » Un après-midi, assise près de la fenêtre de l'hôpital, Mila demanda « Pourquoi vous n'êtes jamais revenu ?» Madeleine regarda au loin. « Parce que je pensais que je devais prouver des choses au monde. Je pensais qu'elle serait toujours là. Quand j'ai appris qu'elle était morte, j'avais honte. » Mila ne répondit pas tout de suite. Elle ne vous a jamais oublié. Elle disait que vous feriez quelque chose de grand. Madeleine cligna des yeux. L'air devint épais. « J'avais oublié ça, » murmura-t-elle. Un jour, une lettre arriva, sans adresse de retour. En tête, centre de réinsertion de Saint-Étienne, Jonas Dubois. Le père, sobre depuis 87 jours, stable, désireux de retrouver ses filles. Madeleine lut la lettre 2 fois. Son instinct criait prudence. Son cœur criait loyauté envers Émilie. Mais elle se souvenait aussi de ce que c'était que d'avoir besoin d'une chance. Mila lut la lettre ensuite. Son visage resta neutre. « Je veux le voir. Mais c'est moi qui décide. » Madeleine organisa la visite. Conditions claires, pas de promesses, pas de chantage émotionnel, juste le présent. Le centre était neutre, les murs pâles, les chaises en plastique. Jonas était amaigri, les traits tirés, mais les yeux clairs. Il se leva, sans s'approcher. « Je vous ai trahi, dit-il, mais je veux mériter une autre chance. Je ne la demande pas. Je vais la gagner. » Léonie courut vers lui, s'agrippa à sa taille. Il s'agenouilla, les bras hésitants. Mila resta figée. Madeleine posa une main sur son épaule. « Tu peux y aller. Je suis là. » Elle avança. Lentement, observa chaque détail. « On veut que tu sois meilleur, mais on n'est plus des bébés. On sait ce que ça veut dire, être brisé. » Jonas hocha la tête, le regard planté dans celui de Madeleine. Il ne tenta pas de se défendre. Il ne chercha pas d'excuses. Juste ce hochement de tête, lourd comme une confession. « Je ne demanderai rien. Je vais juste essayer, et espérer que vous le verrez. » Il n'avait pas compris, pas vraiment ce que cela voulait dire, essayer. Il croyait que cela voulait dire pardon, promettre.
expliquer. Il avait préparé des mots, appris presque par cœur ce qu'il allait dire si on le laissait parler. Mais quand il s'était trouvé devant la porte de Madeleine, ce n'était pas un discours qui lui était venu. C'était le silence. Le poids de sa propre absence, des années envolées, des regards évités dans la rue, des anniversaires oubliés, des souvenirs qu'il n'avait pas créés. Alors il avait juste frappé. Une fois. Doucement. Il avait entendu du mouvement à l'intérieur, des pas discrets, puis un cliquetis. La porte s'était ouverte. C'était Mila. Elle ne disait rien. Son regard était dur, incrédule, mais elle ne le repoussa pas. Elle ouvrit plus grand, s'effaça sur le côté, comme on le fait pour quelqu'un qu'on ne veut pas là, mais qu'on ne veut pas non plus chasser. Il entra sans un mot, sans chaussures. Il sentait la peur sur sa langue, la honte dans son dos, mais il entra. Puis, un peu plus tard, Léonie arriva, le cartable de travers, les joues rouges de froid. Elle le vit. Elle s'arrêta. Elle ne comprit pas tout, mais son instinct, ce fil tendu entre l'enfance et les cœurs sincères, la poussa vers la cuisine. Elle remplit une tasse trop pleine, trop chaude, et la lui tendit sans même le regarder. Ses doigts tremblaient un peu. Elle retourna près de Mila, s'assit et ne dit rien. Ce geste-là valait 1000 mots. Quant à Madeleine, elle resta à l'écart un long moment. Elle le regardait sans le regarder, les bras croisés, les pieds ancrés dans le sol, comme si elle tenait toute la maison debout à elle seule. Ce fut bien plus tard, alors que le soleil déclinait derrière les rideaux, qu'elle tira doucement une chaise et s'assit à l'autre bout du salon. Elle ne lui demanda pas pourquoi. Elle ne lui posa aucune question. Elle le laissa être là, dans ce salon où chaque objet racontait une vie sans lui. Les photos encadrées, le tapis tissé par sa grand-mère, les jouets alignés par Léonie, le coussin brodé maman qu'il n'avait jamais vu. Chaque chose criait son absence. Et pourtant, il était là. Ce soir-là, chez Madeleine, le salon baignait dans la lumière douce d'un vieux film en noir et blanc. Il ne suivait pas vraiment l'histoire, mais il aimait le rythme calme, les visages flous, les dialogues chuchotés. Le canapé sentait la lavande et l'usure, un parfum doux amer, familier mais inaccessible. Le bois craquait doucement sous le poêle. Une théière chantait doucement dans la cuisine, et cette musique discrète des soirs ordinaires le serra à la gorge. Il n'avait jamais connu cela. Léonie, enroulée dans une couverture à pois, s'endormit sur les genoux de sa sœur. Une barrette rose encore accrochée à une boucle rebelle témoignait d'un jeu inachevé, d'une insouciance fragile. Mila somnolait aussi, les traits enfin détendus, la respiration régulière d'une enfant qui a pleuré trop souvent. Jonah n'osait pas bouger. Même sa respiration semblait incongrue dans cette paix retrouvée. Il observa Madeleine, debout près de la fenêtre, les rideaux légèrement entr'ouverts, laissant filtrer la lumière des réverbères. Elle tenait dans sa main le médaillon, usé et chaud, qu'il avait déposé sans mots dans l'entrée. Un éclat d'argent, un souvenir scellé dans le métal. Il lui avait appartenu. Et maintenant, elle le gardait. Elle ne lui avait pas demandé à qui il appartenait. Elle savait. Elle savait tout. Les cris, l'abandon, l'absence comme une tache impossible à laver. Et pourtant, elle l'avait laissé entrer. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas une rédemption. Ce n'était pas pour réparer le passé. C'était quelque chose de plus vieux, de plus profond. Une reconnaissance muette. Un élan fragile entre des cœurs qui avaient trop attendu. Ce n'était pas une dette, ce qu'il cherchait à rembourser. C'était une présence, une façon d'être là, vraiment. Et parfois cela suffit. Parfois l'amour revient, pas sous la forme idéalisée des contes ou des souvenirs, mais sous la forme d'une fillette affamée devant un restaurant où vous n'avez plus votre place. Sous les yeux pleins de défis d'une adolescente qui vous tend une assiette sans vous adresser un mot. Sous la silhouette droite d'une femme qui vous a aimé, puis oublié, puis reconnu dans un silence. Il suffisait d'un geste, d'un cœur encore ouvert. Et Jonah en fit plusieurs. Chaque soir, il revint, pas pour s'excuser, pas pour parler. Il réparait une marche, il changeait une ampoule, il déposait une boîte de Madeleine, il apprenait les horaires de l'école. Il écoutait quand Mila chantait à voix basse dans sa chambre. Il ne commentait rien, il n'attendait rien. Mais il restait. Et Madeleine l'observait, sans rien dire. Elle lui laissa une clé sous le pot de géranium un jour de pluie. Elle lui tendit une écharpe quand il toussait. Elle ne parlait jamais du passé.
Mais elle notait mentalement les gestes, les silences, les regards de Léonie qui parfois s'éclairaient à sa vue, les humeurs de Mila qui n'étaient plus que des vagues, pas des tempêtes. Puis un soir, alors que le froid s'épaississait dehors, Jonah arriva avec un sac de course et trouva la maison vide. Pas un bruit, pas un rire, pas même la télé en fond. Il appela Madeleine, Léonie, Mila, rien. Il sentit la panique monter. Il inspecta chaque pièce, rien, jusqu'à ce qu'il trouve une lettre sur la table de la cuisine, écrite d'une main calme, posée sur une assiette vide. Jonah, tu disais que tu voulais essayer. Aujourd'hui, c'est à nous de le faire. Nous sommes partis voir leur père, pas pour te fuir, pour comprendre, pour boucler, pour choisir. Si tu es encore là à notre retour, alors on saura. On saura que ce n'était pas juste des gestes, que tu es resté pour nous, même en l'absence. Et là, peut-être, on recommencera. Pour de vrai. Monsieur, il resta debout longtemps, la lettre dans une main, l'autre crispée sur la table. Il ne savait pas s'il devait pleurer, courir, attendre, mais il resta. Il fit du thé. Il alluma le chauffage. Il replaça la couverture sur le canapé. Et il s'assit. Il resta. 2 jours plus tard, alors que la neige commençait à recouvrir le jardin, Madeleine ouvrit la porte. Léonie sauta dans les bras de Jonah sans un mot. Mila suivit, les yeux rouges mais résolus. Et Madeleine, tremblante, s'approcha de lui. Elle tendit la main, pas pour lui dire de partir, mais pour qu'il la prenne. Il l'attrapa. Et là, dans cette lumière de fin d'après-midi, quelque chose céda, quelque chose de dur, de figé. Et tout recommença. Mais le destin, parfois, vous attend à l'angle d'une rue tranquille. 3 semaines plus tard, alors que Jonah attendait Léonie à la sortie de l'école, un crissement sec de pneus sur le bitume, un cri, un éclair de panique. Un camion en contresens. Un choc brutal, silence. La neige recommença à tomber, fine, impassible. Et là, dans cette blancheur silencieuse, une petite main tremblante serrait celle de Jonah, allongée au sol. Ses yeux encore ouverts, son souffle coupé. Il avait tenu sa promesse. Il avait été là. Et au moment de partir, ce n'était plus la culpabilité qui pesait sur son cœur. C'était l'amour. Et parfois, c'est assez pour que même la fin ne soit pas une fin. Mais un dernier geste. Un cœur resté ouvert.